Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro, boulot, dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, déjà plus de 4 ans, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans ce podcast et je vous propose de commencer comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors cette semaine, un grand merci à Charles, Max, Clément, Marion, Stéphane, Olivier, Max, Vanessa, Damien, Florian, Jérémy et Jérôme. Un grand merci à vous tous les amis pour tous vos messages suite au podcast avec Max. On va prendre le temps de revenir dessus. Un très beau podcast qui faisait plaisir, qui faisait vraiment du bien et qui bougeait les fesses. Nous sommes 3595 sur YouTube, alors je prends un peu d'avance pour enregistrer ce podcast, je l'enregistre une semaine avant sa sortie, mais ça bouge aussi sur YouTube, on est à 413 notes sur Apple Podcast, une note de plus. Merci infiniment à toi Max pour ton commentaire 5 étoiles. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, si vous voulez venir parler avec moi, le plus simple c'est encore de le faire via mon compte Instagram, mon seul et unique compte Instagram. Je n'ai qu'un seul compte Instagram qui s'appelle Une vie de liberté, où nous sommes 9148. On approche petit à petit des 10 000. Ils se font désirer, mais enfin bon, c'est ça la vie. Ils arriveront en temps voulu. Mais je plaisante avec les réseaux sociaux et je reviens toujours au départ du podcast sur les réseaux, parce que néanmoins c'est important et ça me permet de pouvoir approcher des invités toujours plus sympa, toujours peut-être un peu plus, avec une plus grosse audience, ou en tout cas pour vous apporter un peu plus. Donc voilà, je suis impatient d'atteindre les 10 000 abonnés, sans tricher, bien entendu. Et donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, j'y partage du contenu tous les jours. Je vous propose qu'on passe à la rubrique news, et cette semaine, encore plein de news. Alors pour tout l'été, je vais passer pour les vlogs à une semaine sur 2. Donc pour le mois de juillet et le mois d'août, vous retrouverez une semaine l'épisode du podcast Une vie de liberté et l'autre semaine un vlog. Donc un lundi sur 2 à 10h le podcast d'Une vie de liberté et un mercredi sur 2 à 18h le vlog. Ça va me permettre de souffler un peu quand même et de profiter de mes vacances, voilà. Même si vous allez voir, on va faire un beau podcast estival qui va être vraiment dans le thème de l'été aujourd'hui et qui va être très cool. Voilà, le tout c'est de prendre du plaisir et je vous avoue que ça fait du bien aussi de déconnecter, de se débrancher un peu et de déconnecter même d'Insta et tout, même si pour certaines personnes ou même pour moi avant, quand j'étais dans ma rat race, les vacances c'était sacré quoi. Je prenais 3 semaines et pendant 3 semaines je ne bossais pas, je ne faisais rien du tout. Et là aujourd'hui pour moi ça fait tellement partie de mes besoins en fait, tout simplement, et de mon plaisir d'enregistrer des contenus, de partager, que je me verrais pas, par exemple, ne pas faire de podcast pendant 2 mois. Ça me manquerait énormément, donc là, ça va me faire un contenu par semaine, et c'est très bien. Ça me permet à la fois de partager et à la fois de prendre du bon temps. Donc voilà. Et j'étais surpris, d'ailleurs, j'ai fait un super vlog au parapente la semaine dernière, qui a fait 300 vues. Je crois que c'est le plus mauvais score de la chaîne YouTube depuis 2 ans. Donc dites-moi quand même en commentaire si soit vous n'avez pas vu passer cette vidéo, ce qui est fort probable avec YouTube, parce que des fois on comprend pas, il y a des vidéos comme un post Instagram qui fait chou blanc, qui passe complètement à côté, soit c'est des trucs qui vous plaisent pas. Donc là aujourd'hui le vlog de la semaine dernière n'est pas encore sorti, mais au moment où vous regarderez ce podcast il est sorti, c'est un vlog en voiture à l'ancienne, et en général c'est des vlogs qui vous plaisent bien, donc voilà, est-ce que vous préférez juste quand c'est vraiment sans filtre, quoi. Je branche mon téléphone, je filme et je parle, ou alors c'est les trucs un peu plus montés qui vous plaisent pas, vous me direz, mais ou c'est juste peut-être que vous l'avez pas vu.
Dans les news, on prépare un petit peu la rentrée. Alors quand je dis la rentrée, ne vous attendez pas pile à septembre, mais parce que ça va dépendre aussi de nos bureaux. Et bien entendu, vous le savez, nos bureaux, on refait pas mal de choses et on est, on est des investisseurs, on est dans le bâtiment, et le bâtiment, ça prend toujours du retard. Et voilà, nos entrepreneurs et notamment notre plaquiste sont complètement dans les choux. Donc malheureusement, on va avoir un peu de retard. Je pense qu'on y sera courant septembre. Donc voilà, ce dont je vais vous parler, ce sera peut-être pas septembre, mais en tout cas à partir d'octobre. L'idée, c'est de faire des nouvelles émissions sur la chaîne Une vie de liberté. Et je pense qu'on va faire des trucs sympas. Ça remplacerait les vlogs. Donc voilà, jusqu'à présent, on avait des vlogs toutes les semaines, le mercredi à 18h. L'idée, c'est qu'une fois par mois, on ait une nouvelle émission. Et ce sera une émission en duo avec Fabien. Alors, peut-être qu'il y aura des invités. Mais voilà, Fab, que vous connaissez depuis le temps maintenant, depuis plus de 2 ans que vous le voyez sur Une vie de liberté ou de temps en temps sur la chaîne, qui au départ était un copain de CrossFit, qui est devenu mon coach PNL, qui est aujourd'hui mon ami avant tout, et mon associé. On a un Airbnb Escape Game qui va bientôt arriver, qu'on a ensemble. Et bien sûr, il est coach avec nous, il fait partie de la team GI pour les parenthèses indépendance, et il apporte énormément sur ce côté PNL. L'idée, c'est qu'avec Fab, on fasse une émission une fois par mois, ensemble sur la chaîne, un petit peu en mode podcast. Alors voilà, ça sera toujours filmé, ça sera à la cool, mais c'est pour ça qu'on attend impatiemment nos bureaux pour pouvoir filmer tout ça. Donc une petite émission, je vous donne pas encore le titre, je fais durer un peu le plaisir, mais ça va être vraiment, vraiment très très chouette. Il y a une autre émission que j'aimerais animer, j'aimerais bien qu'on la fasse chaque mois, et ça va dépendre aussi de mon associé, de Benjamin. Ça serait de faire un live YouTube une fois par mois, donc un mercredi soir par mois, donc ce sera peut-être pas à 18h, mais peut-être à 20h ou 21h, dédié aux marchands de biens et à la division foncière. Et ça, vous me direz si ça vous plaît, mais je suis sûr que ça peut être super bien. Une émission en live qu'on préparait, donc on a fait toute l'année dernière le Mastermind Division Foncière, où on a eu nos 8 participants, dont Max, que vous avez eu dans le podcast de la semaine dernière. Ça a été une expérience incroyable, déjà sur le plan humain, parce qu'on avait des participants qui étaient au top, et ensuite, sur le plan des invests, en 1 an, avec Ben, on a aussi gapé énormément, parce que, je sais pas, habituellement, on analyse peut-être, je sais pas moi, 2-3 opérations par semaine, donc sur une année, peut-être 150 opérations, et encore, ça c'est vraiment dans le meilleur des cas, mais peut-être, 100 opérations. Là, on en a analysé, je sais pas moi, 500 ou 600 peut-être en une année, ça a été la folie. On a vraiment gapé, on a vu plein de situations, on a vu plein de choses, et je pense qu'on est même à mesure de restituer encore plus qu'avant. Et donc l'idée, ça serait d'avoir une fois par mois une émission, et moi j'avais envie de faire du live YouTube, je pense que ça peut être vraiment très très cool, et préparer des thèmes, vous me direz ce que vous en pensez, mais des thèmes du genre comment trouver sa première opération de division foncière, comment trouver sa première opération de marchand de biens, 5 façons de diviser un terrain. Et on attaquerait avec une présentation, Ben et moi, sur peut-être 3 quarts d'heure, et puis ensuite des questions, peut-être sur une demi-heure, 3 quarts d'heure, et faire des émissions d'1 heure, 1 heure et demie. Je pense que ça peut être un super concept, je pense que ça peut vous plaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous dit de nous retrouver une fois par mois, le mercredi soir, en live avec Ben. Cette année, on a eu tous les mois un live WhatsApp avec le Mastermind Division Foncière, donc je pense que voilà, on avait été habitué à travailler, on a été habitué à travailler une soirée par mois. Moi, je la ferais bien comme ça. Ça fait du contenu de qualité, et je pense que ça peut être vraiment, vraiment cool. Et d'ailleurs, ça m'amène justement au Mastermind Esprit Foncier qui a rouvert. La session de septembre est complète. Par contre, la session de décembre a ouvert. On a déjà vendu quelques places. On limite seulement à 8 places pour faire de la qualité. C'est sur 2 jours. Ça a lieu à côté de Saint-Étienne, à côté de chez nous. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. J'en profite aussi pour vous dire que la parenthèse indépendance, je vous parlais de Fab tout à l'heure, donc avec mon camarade Yann des Gentlemen Investisseurs, Fab et Ben, la prochaine édition de la parenthèse indépendance, pareil, celle du mois d'octobre est complète. Par contre, celle de décembre a ouvert, et il nous reste aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, 7 places. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous dit, si vous avez envie de bosser comme des fous sur vos investissements pendant 3 jours, à la campagne, au vert, ça va être un moment exceptionnel. Et en plus, on sera au mois de décembre, donc il y aura une petite surprise, je ne sais pas si je le dis, mais il y aura peut-être un petit repas de Noël, allez savoir. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous dit. On a ouvert aussi les places pour la soirée de Noël des Gentlemen Investisseurs. Alors il y a eu quiproquo dans le podcast il y a 15 jours, où plein de gens m'ont dit « Tonton,
tu t'es trompé, tu devais nous ouvrir les places et dans la description, il n'y avait rien du tout. C'est parce que j'ai déconné. J'ouvre d'abord les places pour nos abonnés du podcast privé. Et c'est vrai que c'est un contrat entre nous. Chaque fois qu'il y a un événement, les abonnés du podcast privé ont la primeur pendant une semaine. Donc là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a vendu quasiment la moitié des places. Donc il y en avait 150, un peu plus de 150. On a dû vendre 70 places. Donc il en reste, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast. Vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas. C'est au mois de novembre, c'est le 25 novembre, mais je pense que ça va partir très très vite. À mon avis, on va pas avoir le temps de voir partir tout ça. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est vous remercier de votre confiance pour la formation de Mbarek, puisqu'on a vendu plus d'une cinquantaine de formations. Enfin, Mbarek a vendu plus d'une cinquantaine de formations. Donc on était très touchés de votre confiance. Puisque voilà, Mbarek, c'est pas comme nous, vous le connaissez pas depuis 2-3 ans, on vous parle, donc c'est vraiment parce qu'il a fait une formation de qualité, peut-être aussi déjà parce qu'on a bien communiqué que le podcast était bien vendeur, mais c'est aussi parce que quelque part on vous garantit quelqu'un, que ce soit Yann des Gentlemen ou moi, on vous amène quelqu'un et on vous dit un petit peu, on vous donne un peu notre saut, notre validation. Et vous nous avez fait confiance, donc ça nous a énormément touché, ça a énormément touché Mbarek. La formation, elle vous a plu à mort. Il y a plein de gens qui sont en train de bosser, en train de limer à fond les sites des bailleurs sociaux. Donc voilà, j'en suis ravi et je vous remercie infiniment, encore une fois, de votre confiance, les amis. Et j'en ai terminé avec les news. Je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Et encore une fois, vous m'avez cassé Internet, vous m'avez pété les écoutes avec le podcast de Maxime. D'autant plus que j'enregistre ce podcast. Le podcast est sorti depuis seulement une semaine. Donc pour le retour, vous m'en voudrez pas. J'avais pas tous les messages de tout le monde. J'ai qu'une partie des messages parce que le podcast est bien écouté sur les 15 jours. Mais là, vous m'avez pété les écoutes encore. Et c'était justifié parce que le podcast... Moi, j'ai adoré le faire, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cet épisode. Pas que je prends pas du plaisir à chaque fois, mais c'était particulier sur cet épisode. C'était vraiment cool de parler avec Max et ça vous a plu. On va prendre un premier message de Vanessa. Vanessa qui me dit « Salut tonton, as-tu demandé la pièce d'identité de ce jeune homme car à 20 ans, j'ai du mal à y croire. Incredible, merci pour ce super podcast. » Et je vais lire le message de Clément, je répondrai aux deux en même temps parce que Clément nous dit « Salut Tony, ce dernier podcast avec Maxime est hallucinant. Je ne sais pas s'il a 20 ans ou 120 ans, vu le niveau de maturité qu'il a et son recul sur son parcours et comment il vit sa vie. Vraiment chapeau à lui, bravo à toi également pour ce que tu as pu lui apporter dans son parcours. » Déjà, merci à vous les amis. Et effectivement, j'en suis toujours troublé moi. Parce que même Max, quand je l'ai rencontré, il avait 19 ans. Quand on a passé une semaine ensemble en Pologne, et j'ai des proches autour de moi qui ont 19 ans et qui sont des gens super géniaux, mais qui se comportent comme ce que moi j'imagine de jeunes de 19 ans, donc peut-être plus insouciants, moins dans le business, ils sont juste dans leurs études, ils font leur boulot au quotidien, puis la vraie vie, ils verront plus tard, en tout cas la vie active, on va dire. Et Max, on a du mal à lui donner un âge, en fait, parce que forcément que quand on le voit, physiquement, il est juvénile, on va dire. Je pèse mes mots, Max, pour pas te vexer. T'as vu, parce que je mets les formes. Mais mentalement, humainement, quand on discute avec lui, il a tellement travaillé, il a tellement de maturité, tellement de recul, et même, j'ai envie de dire, d'expérience maintenant, parce que forcément, c'est la seule chose qui peut manquer à un jeune homme comme ça. Quand t'as 20 ans, quand t'as une telle maturité, et quand tu t'es tellement formé, t'as tellement travaillé sur toi, la seule chose que tu ne peux pas feindre, que tu peux pas avoir, c'est de l'expérience. Et quand je vois ces stories Instagram où il visite 5-6 opérations de division foncière en une journée, en fait, ça ne peut que marcher. Parce que même moi, je fais pas ça. Voilà. Moi, si j'en visite 3 par semaine, aujourd'hui, c'est le bout du monde. Alors bien sûr, je suis associé avec Ben, et Ben visite plus que moi, il est plus sur les chantiers que moi, forcément, puisqu'on est associés tous les deux, et chacun fait sa part du travail. Moi, je vais être forcément aussi un peu plus sur la création du contenu, et lui, un peu plus sur le chantier que moi. Mais voilà, en tout cas, on analyse les opérations à deux et on n'en visite pas autant que Maxime en visite. Donc, il compense même son jeune âge par cette expérience-là qu'il est en train d'acquérir à vitesse grand V. Je crois que Max, il utilise tous les hacks qu'on peut utiliser dans la vie. Mais effectivement, voilà, on a du mal à croire à son âge. On ne sait pas s'il a 20 ans ou si c'est un mec de 40 dans le corps de quelqu'un de 20. Mais effectivement, ça fait cet effet-là, où c'est bluffant.
et on oublie rapidement son âge. Et même pour des mecs comme moi, de 41 ans, ça fait du bien, en fait, parce qu'on se sent jeune, en fait. Voilà, on se sent jeune quand on voit qu'on arrive à connecter aussi fort avec quelqu'un d'aussi jeune. C'est cool, et ça fait aussi du bien, et on va pas se mentir. On a encore 2 messages. On a un message d'Olivier. Olivier qui nous dit « Mon petit Olive, sacré jeune homme plein de vie, vive les branleurs de l'école, juste la moyenne, juste pour pas être emmerdé comme moi. » Et alors effectivement, c'est rigolo, je voulais, blague à part, hein, mais Max est très intelligent, je pense qu'on peut pas le nier. Et quand on voit que sur certaines notes, il pouvait exceller quand ça lui plaît, et de l'autre côté, parfois se contenter de notes médiocres. Alors médiocre, ça veut dire moyen. La moyenne, c'est la médiocrité. C'est aujourd'hui, quand on dit médiocre, ça veut dire vraiment nul dans l'inconscient collectif, mais médiocre, au départ, ça veut dire moyen. Et quand on se contente, allez, on va dire de notes moyennes, dans d'autres matières qui nous saoulent, qui nous plaisent pas, on fait juste ce qu'il faut pour passer. Moi, j'ai le sentiment aussi que j'ai été un peu comme ça parfois. Typiquement, je le dis toujours, mais au bac, je crois que j'ai eu 15 en bio, j'ai eu 17 en physique, et en maths, j'ai eu 7, parce que les maths me faisaient chier, parce que c'était pas appliqué, et en physique, on utilisait les mêmes maths qu'en maths, sauf que voilà, en physique, c'était pour des vitesses, des déplacements, des couples, des accélérations, et là, je comprenais, et en maths, quand c'était juste de l'abstrait, je comprenais pas, ça me saoulait, je voyais pas d'intérêt, et je faisais juste le minimum, en fait. Et voilà, c'est toujours un petit biais qu'on peut avoir, et qu'on trouve aussi chez les investisseurs, je pense, dès qu'ils ont trouvé leur voie, dès qu'ils ont trouvé quelque chose qui leur plaît. C'est fou parce que chez les investisseurs, les profils sont très éclectiques. Il n'y a pas que des ingénieurs comme moi de formation, mais on a vraiment de tout. Il y a des gens qui étaient cuisiniers, il y a des gens qui étaient électriciens, des gens qui étaient plombiers, il y a des gens qui étaient vendeurs de cuisine comme Yann. Il y a vraiment de tous les profils, et en fait, on se rend compte que dès que quelqu'un tombe dans cette marmite d'investissement, d'un truc qui lui plaît, voilà, toutes les planètes s'alignent et on devient bon, alors que dans les trucs qui nous saoulaient, on se contentait juste d'être moyen, quoi. Donc peut-être que la morale de ton message, Olive, c'est juste de chercher jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui plaît. Et on a un dernier message de Max qui nous dit « Quel phénomène ce Max, incroyable ce qu'il a fait à 20 ans et tout ce qu'il lui reste à faire ensuite. Si seulement la France comptait plus de jeunes comme lui, on serait la nouvelle Silicon Valley. À bientôt Maxou et bon courage dans tes projets, on te suit de près. » Et effectivement, ça serait chouette s'il y avait plus de jeunes comme lui. Je peux pas dire le contraire. Et encore une fois, c'est ce qui fait qu'il est extraordinaire. Justement, je crois que c'est ce que j'avais marqué dans la description du podcast. C'est un jeune homme extraordinaire parce qu'il sort de l'ordinaire. Et il peut pas y avoir que des jeunes hommes comme ça. C'est pas possible. C'est une exception. Voilà. Mais en tout cas, ce que ça peut nous apporter, c'est que ça peut nous inspirer, nous, et nous montrer que voilà, si Max peut le faire à 20 ans, on n'a pas d'excuse, que le temps passe vite, avoir cette conscience du temps qui passe aussi à 20 ans, et se dire qu'on veut tirer le meilleur parti de sa vie, plus que la réussite sociale, financière. Moi, ce qui me fait le plus vibrer, c'est de se dire, avoir 20 ans, et réaliser à cet âge-là que la vie passe vite, que la vie est précieuse, et qu'on veut en tirer le maximum. Je pense que la France, s'il y avait plus de jeunes comme ça, ce serait peut-être pas la Silicon Valley, la nouvelle Silicon Valley, et à la rigueur, peu importe, mais ce serait peut-être un pays plus heureux, en tout cas, où on prend plus la mesure que le temps est précieux, qu'il passe vite, et que, voilà, on a un temps donné sur Terre, et que, c'est dommage de le gâcher, quoi. Et voilà, j'en ai terminé avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, et je vous propose de passer, sans transition, au sujet de la quinzaine. Et alors, on va se faire un podcast à la cool, parce que j'ai plein de sujets sur le feu. Alors, j'ai des interviews qui arrivent pour cet été. J'ai des sujets où j'ai déjà bien commencé à travailler. J'ai pas mal de notes. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je tourne cette semaine ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et ce que j'avais envie de faire, c'était ce que j'étais en train de faire au moment où j'allais préparer ce podcast. Je me suis dit, j'ai pas envie de le préparer, j'ai envie de lire. Parce que l'été, pour moi, à l'époque où j'étais dans ma rat race, c'était le meilleur moment pour lire. Avant, je travaillais 60 heures par semaine, je rentrais le soir à la maison, j'étais éclaté, et le seul moment où j'avais du temps, c'était l'été, c'était là où je pouvais prendre des bouquins, me caler au bord de la piscine, et lire. Et je me dis que je dois pas être le seul comme ça, et qu'il y en a plein d'entre vous qui doivent aimer lire des bouquins cet été. Et là, le podcast va sortir le 17 juillet, donc c'est pas trop tard. La plupart des gens prennent leurs vacances entre la mi-juillet et août, donc vous pourrez encore vous commander des bouquins.
et je vous ai fait une sélection de 10 bouquins que j'ai kiffé, qu'on peut avoir soit le temps de lire l'été, parce que certains sont très épais, certains sont en anglais, voilà, donc il faut un peu de temps aussi quand on maîtrise pas l'anglais à fond, et c'est pas mes livres ultimes, mes livres préférés. Il y a des livres dont j'ai beaucoup parlé, il y a des livres dont j'ai jamais parlé. J'ai voulu aussi pas vous ressortir les mêmes que d'habitude, pas vous ressortir Père riche, Père pauvre, L'autoroute du millionnaire, même si c'est des excellents livres. Mais voilà, les fidèles du podcast connaîtront certains bouquins, en auront lu certains, d'autres, c'est pas du tout, ou ça va peut-être même vous étonner. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu faire ce podcast un peu plus détente, un peu plus cool, mais sans moins de valeur. Donc vous allez kiffer. Je vous propose qu'on passe au premier bouquin tout de suite. Et ce premier bouquin, alors il est complètement défoncé, je les ai pris à côté. Ça va pas vous dire grand-chose, cette couverture noire, parce qu'on a du mal à le voir. C'est La Grève de Ayn Rand. Alors ce bouquin, avec la phrase légendaire « Qui est John Galt ?» derrière. Vous avez vu l'épaisseur du livre, pour ceux qui sont sur... on entend le bouquin. Pour ceux qui sont sur YouTube, le livre est épais. C'est une masterclass, ce livre. C'est un livre absolument exceptionnel que j'ai adoré. Par contre, il fait 1300 pages, donc accrochez-vous. Au moins, il a la bonne note d'être en français, voilà, le bon goût d'être traduit en français. Il a été écrit par Ayn Rand dans les années 50, ce livre. Donc c'est un livre qui a plus de 70 ans et pourtant qui est tristement et malheureusement extrêmement contemporain, je trouve, quand on le lit. C'était une écrivaine et philosophe russo-américaine, Ayn Rand, du XXe siècle. Elle est née en 1905, elle est morte en 1982. Et elle était connue, Ayn Rand, pour sa philosophie qui s'appelait l'objectivisme. Et cette philosophie, moi en tout cas, elle est radicale. Donc je suis peut-être pas d'accord avec tout, à quel point elle est poussée, mais quand même elle me fait du bien en 2023, où la mode de 2023, c'est le déni de réalité. Je rentrerai pas, j'irai pas trop plus loin parce que j'ai pas envie de me faire sauter ni ma vidéo ni ma chaîne, mais voilà, on a du mal à appeler un chat en 2023. Et justement, l'objectivisme, c'était d'Ayn Rand, c'était une philosophie qui met l'accent sur la primauté de la réalité objective, voilà, quels sont les faits, quelle est la réalité, et de la raison individuelle. Donc Ayn Rand, elle défendait la propriété individuelle et la liberté individuelle, donc deux valeurs qui me sont chères. Nos sociétés, elles marchent parce qu'on a la propriété individuelle, parce qu'on peut avoir des papiers en disant « ça m'appartient, ici, c'est chez moi, j'ai un titre de propriété pour ma maison, un acte notarié, non, tu peux pas venir parce que ça m'appartient, en tout cas pour le temps où je suis vivant sur Terre, après ce sera quelqu'un d'autre. » On a conscience que nos existences sont des grains de sable par rapport à à l'immensité du temps et du monde, mais en tout cas, le temps qu'on est là, on peut avoir des choses qui nous appartiennent. Et ça, c'est fondamental. Et justement, pour Ayn Rand, la liberté, c'était un principe fondamental. Et elle considérait que chaque individu a le droit naturel de vivre sa vie comme il l'entend, selon ses propres choix, et pour poursuivre ses propres valeurs, ses propres objectifs, bien entendu, tant qu'il ne viole pas le droit des autres. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, ou en tout cas, on commence à leur faire des affronts. Et Ayn Rand, et c'est là où ça devient plus glissant, mais elle rejetait cette idée d'altruisme obligatoire. Donc toute ressemblance avec des faits récents ou existés serait purement fortuite, hein. Mais voilà, elle soutenait que les individus devaient être libres de poursuivre leur propre bonheur et de bénéficier des fruits de leur travail. Et que ça passait parfois, avant de faire le bonheur d'autrui, elle considérait qu'il valait mieux faire son propre bonheur, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va rendre l'autre heureux, mais qu'en étant heureux nous-mêmes, on allait rayonner, et de proche en proche, c'est comme ça qu'on rendrait le monde meilleur. Plutôt que de vouloir absolument faire le bonheur de quelqu'un d'autre, et on le voit en amour, hein, quand on veut rendre l'autre heureux, c'est toujours hyper compliqué. Si l'autre il a décidé d'être malheureux, il le sera toujours. Je pense que c'est comme ça un petit peu partout, et on le voit hein, avec des infrastructures qu'on a payées partout pour essayer de rendre du bonheur aux gens, et des infrastructures qui brûlent parce que ça leur va pas. Voilà, c'est compliqué de rendre l'autre heureux. Et Ayn Rand, elle critiquait l'interventionnisme de l'État, et elle considérait le capitalisme comme le seul système qui était compatible justement avec cette liberté individuelle. Et il y en a certains qui pensent que c'est une individualiste totale et que c'est le diable, Ayn Rand, et d'autres, comme moi, ils voient en elle une défenseur passionnée de la liberté individuelle et de la liberté personnelle. On ne s'appelle pas une vie de liberté pour rien. Pour moi, c'est une de mes valeurs fondamentales, c'est une de mes valeurs maîtresses, et
si je suis pas libre, je peux pas être heureux. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui me parlent. Et ce livre, La Grève, il est incroyable. Il parle d'une Amérique industrielle de l'époque. Alors, on a du mal à la situer dans le temps. C'est justement, il y a toujours ce flou. Il n'y a pas d'époque précise dans La Grève, mais on imagine que c'est dans les années 1900, je dirais. Et c'est une époque où l'État est de plus en plus interventionniste, et ça tourne tout gentiment au communisme. L'État s'approprie des moyens de production, par exemple. Ça se passe beaucoup dans l'univers des chemins de fer. Donc il va récupérer des lignes de chemin de fer, ensuite il va récupérer des voies de chemin de fer, il va récupérer des outils de production, des tracteurs, des aciéries, des choses comme ça au fur et à mesure, et il taxe énormément les entrepreneurs. Et les entrepreneurs commencent à disparaître, les uns après les autres. Ils désertent le pays. Et un jour, ils désertent le pays en laissant tous leurs moyens de production, avec un mot d'ordre de dire « Vous pensez que vous êtes meilleur que nous, vous pensez que les outils de production doivent vous appartenir, pas de problème, on disparaît, on vous laisse tout. Les fours, les aciéries, les usines, les entreprises, les camions, les trains. Et montrez-nous en fait. Montrez-nous à quel point vous savez bien le faire tourner sans nous. À quel point on est dispensable en fait. À quel point ce pays qui déteste les entrepreneurs n'a pas besoin d'entrepreneurs. » Et en fait, tous les esprits créatifs et les leaders industriels, petit à petit, se retirent de la société. Et ce livre est exceptionnel parce qu'il est centré sur, sans vous spoiler le bouquin, mais sur une femme d'affaires qui, elle, dit « Jamais, moi, je ne partirai, jamais je n'abandonnerai mon pays, je resterai coûte que coûte, quoi qu'il arrive. » Et elle a un ami qui lui dit le même discours, et un jour, il rencontre le mystérieux John Galt. John Galt, c'est la personne qui arrive à convaincre un à un ces entrepreneurs de partir. Et elle dit « John Galt ne me convaincra jamais de partir. » Et un jour, son meilleur ami a disparu complètement, en laissant son usine, ses moyens de production, sa maison, tout, avec un petit mot en disant « servez-vous, c'est pour vous, montrez-nous comme vous êtes fort, moi je démissionne et je fais la grève et je m'en vais. » Et ils disparaissent. Et en fait, elle dit que jamais elle ne partira. Et en fait, tous ces entrepreneurs, ils se rejoignent dans une communauté et ils laissent sombrer le monde dans le chaos en mode vous n'avez pas besoin de nous, nous non plus, et on verra qui s'en sort le mieux entre les esprits créatifs, les entrepreneurs, et ceux qui prennent, qui taxent sans rien demander en retour. Et donc cette jeune femme qui dit qu'elle ne partira jamais, je ne vais pas vous spoiler, mais un jour rencontre John Galt et il y a le fameux discours de John Galt. Et je ne vous spoile pas, mais moi, après avoir lu ce discours, même moi, j'avais envie de me barrer, en fait. Et ce livre, il est arrivé dans ma vie au moment où j'ai pris mon indépendance, où j'ai lâché ma boîte de TP, et où vraiment j'étais en train de monter à B Investissement et en train de reprendre ma nouvelle vie. Et c'est fou, mais je me suis senti compris en lisant ce bouquin. C'était jouissif, en fait. Ce livre, dans ce bouquin, c'était synthétisé toute l'injustice que j'ai pu ressentir en tant que patron français, que ce soit au niveau des impôts, de tout. Je sais pas, je me suis senti compris. Et à l'heure actuelle, c'est un bouquin qui donne envie de partir dans un tout petit pays où il y a plein d'entrepreneurs qui se réunissent, je sais pas, à l'Andorre par exemple. Je vanne, mais c'est un livre qui fait du bien. Et voilà, c'est une ode à la liberté, encore une fois, donc ça pouvait pas ne pas me plaire. Et dans ce livre, il y a 2 citations incroyables que je vais partager avec vous. La première, c'est « Je vais arrêter le moteur du monde ». Et ça, c'est une citation de John Galt, justement ce leader de la rébellion des patrons. Et quand il dit ça, en faisant partir tous ces entrepreneurs, je vais arrêter le moteur du monde. Et ça part du principe que c'est les entrepreneurs qui créent, c'est les entrepreneurs le moteur du monde. Et ça m'en fout les poils, tellement c'est ce que je pense, quoi. Donc voilà, et pour lui, mettre fin à la productivité, à l'innovation en réponse à cette oppression économique, à cette réglementation excessive, c'est ça. Et cette citation, elle incarne vraiment son refus de continuer de soutenir ce système-là qui valorise pas le travail des individus, des productifs et des créatifs. Alors bien sûr, encore une fois, qu'on a besoin de tout le monde, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui donnent l'impulsion. Et il y a une deuxième citation de John Galt qui est beaucoup plus longue que je vais vous lire et que j'ai trouvé complètement folle aussi, qui dit « Je suis en grève contre votre esprit. Je suis en grève contre votre croyance selon laquelle l'homme est coupable par nature, contre votre conviction selon laquelle l'homme est impuissant à se connaître, à juger, à choisir et à agir, contre votre conception selon laquelle la morale est une règle établie par les pouvoirs mystiques ou sociaux pour le bénéfice de l'homme qui n'a ni esprit ni droit de jugement. »
Et ça, c'est complètement ouf. Alors, je vais pas vous faire un dessin, encore une fois, avec les événements récents, mais j'ai toujours eu du mal avec cette idée que l'homme doit sacrifier son bonheur personnel et sa satisfaction personnelle pour servir des idéaux qui seraient collectifs, ou même des fois pour expier des fautes imaginaires, quoi. Et donc en fait, au final, avec cette citation, John Galt, ça fait partie de son fameux discours de John Galt, il défend le droit de chaque individu à poursuivre sa propre joie de vivre et à rechercher son bonheur à lui, son propre bonheur, sans culpabilité et sans contrainte. Et forcément, c'est très libertarien, mais moi j'aime beaucoup parce que vous remarquerez, mais c'est jamais des gens heureux qui vous emmerdent en fait. C'est jamais des gens heureux qui vous font chier. Les gens heureux, ils sont juste bien. Donc si tout le monde prenait soin de son propre bonheur au lieu d'aller regarder dans l'assiette des autres, le monde irait beaucoup mieux. Mais c'est encore une fois mon avis. Et John Galt rejette en bloc cette idée folle que la souffrance, que le renoncement, ce sont des vertus. Voilà, et il célèbre plutôt la valeur primordiale de la vie et de l'amour humain. Bref, un livre que je kiffe, je vous invite à le lire si vous avez du temps, et même si vous n'avez pas de temps, trouvez-en, il est vraiment trop bien. Allez, on passe à un deuxième livre, un livre en anglais cette fois-ci. Donc là, on change de registre, on va parler bourse. Et ce livre, c'est celui-ci, c'est The Behavior Gap de Carl Richards, et on le voit pour ceux qui me suivent sur YouTube, il y a une petite nappe, c'est de la simplification sur la bourse, une petite nappe où il a tracé une courbe de bourse pour montrer que c'est pas si compliqué que ça. Et c'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est un livre de vulgarisation. Alors malheureusement, il est en anglais, mais il est passionnant. Vous savez à quel point j'aime la bourse et la finance. Et ce livre a été écrit par Carl Richards, c'est un auteur américain qui est contemporain. Le livre est de 2012. Et ce bouquin, il est rentré dans ma vie, je l'ai découvert sur un forum quand j'ai atteint, là aussi, mon indépendance financière. J'ai dû le lire en 2019, je crois. Et c'est un moment où j'avais beaucoup plus de temps pour me poser des questions sur la gestion de mon argent, sur mon regard sur les ETF, sur la bourse. J'avais plus de temps et j'ai toujours fait de la gestion passive, indicielle, de l'achat d'ETF en bourse. Mais là, j'avais le temps de faire de la gestion active, du stock picking, donc du choix d'actions. J'en fais quand même un peu, hein. J'ai des actions Tesla, j'ai des actions Apple, j'ai des actions Google. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein, bien entendu. Et aussi avoir le temps de faire un peu de trading. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Et donc, je me suis renseigné sur pas mal de livres de bourse et moi, ça a fait du sens, ces livres-là qui parlent beaucoup de biais cognitifs, parce que ce livre, il parle essentiellement de psychologie, des biais cognitifs en bourse. Et il nous dit que, finalement, en bourse, tout est une affaire de psychologie personnelle plutôt que parfois de choix avisés d'entreprise. Et que même en choisissant l'entreprise du siècle qui fait un rendement de fou, le rendement de l'entreprise n'est pas toujours le rendement de l'investisseur. Parce que l'investisseur, des fois, il sera rentré trop tôt, sorti beaucoup trop tard, il aura acheté, il aura revendu au mauvais moment. Il peut aussi faire un mauvais choix d'enveloppe financière. Si vous achetez une entreprise sur votre PEA, vous avez une fiscalité qui est très réduite. Si vous achetez la même entreprise sur un compte titre, vous avez une fiscalité qui est quasiment du double. Donc imaginez le rendement qu'il faut que fasse votre entreprise pour remplacer l'impact de la fiscalité. Et donc, parfois en bourse, le support d'investissement sur lequel on va investir, bien sûr que c'est très important, mais c'est pas aussi important que des bonnes pratiques. Et ce livre, il m'a rassuré, et il a fini de me convaincre à cette époque, et il mettait des mots sur ce que je ressentais en bourse, et que j'avais jamais trouvé dans d'autres ouvrages financiers. J'avais lu par exemple La bourse pour les nuls, un livre qui doit être d'ailleurs derrière moi dans la bibliothèque, et c'est un livre qui est extrêmement technique, ça parle que de techniques boursières, de comment déceler une boîte, comment faire de l'analyse graphique, comment faire de l'analyse fondamentale, quels chiffres regarder, mais pas vraiment de psychologie. Et c'est un livre qui est très accessible, c'est un livre qui parle vraiment de vulgarisation. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup aidé à l'époque où j'ai investi en ETF et à l'époque où j'ai fait la formation. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans cette formation, je parlais même peut-être pas assez de biais cognitifs et spoiler alerte, à la rentrée, je vais la remasteriser dès qu'on aura nos bureaux. Je suis en train déjà de préparer tout ça, parce qu'elle a bientôt 3 ans. Alors, en soi, rien n'a évolué. Mais par contre, je pense que je peux la rendre encore plus pertinente et la rendre encore plus convaincante sur le fait que, justement, la gestion indicielle, la gestion passive et les ETF, c'est pour moi vraiment la solution, quoi. Et voilà, donc je vais
Et je vais réaméliorer cette formation essentiellement autour de la psychologie de l'argent. Et il y a une citation que j'aime bien de ce bouquin que je vais vous partager qui dit « La plus grande différence entre les personnes qui réussissent financièrement et celles qui luttent réside souvent dans leur comportement, pas dans leurs connaissances techniques. Il ne s'agit pas de combien vous savez, mais de ce que vous faites avec ce que vous savez. » Et je trouve que cette phrase, elle résume tout en fait. On a beau avoir lu des dizaines et des dizaines de bouquins sur la bourse, si psychologiquement on ne comprend pas ce qu'on fait, si psychologiquement on ne sait pas ce qu'on fait, qu'on ne sait pas maîtriser ses émotions, qu'on rentre n'importe comment dans le marché, qu'on sort n'importe comment, on aura beau choisir un actif qui aura fait 100% sur une année, si on est entré ou sorti n'importe comment, on pourra même peut-être avoir perdu de l'argent. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc encore une fois, ce livre, il nous dit qu'il ne faut pas chercher le dernier investissement à la mode, il ne faut pas chercher le syndrome de l'objet brillant, d'aller tout de suite vers ce qui brille comme un oiseau, va aller vers ce qui brille. Mais voilà, s'enrichir en bourse, c'est pas fun, c'est long, ça prend du temps, mais c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, un très très bon livre que je vous invite à vous procurer. 3e livre, Riche de liberté. Non, c'est une vanne. Il compte pas dans la liste. Hein. Mais si je parle de bouquins et que je parle pas du mien, ça peut pas le faire. Donc, j'en profite quand même un tout petit peu. Riche de liberté, maintenant que je fais plus la pub au début du podcast, c'est un livre qui t'apprend à diviser des terrains. Les auteurs, c'est 2 mecs incroyables. C'est moi et mon cousin. Et blague à part, ce livre sur la division foncière, je l'ai écrit aujourd'hui il y a 4 ans. C'était l'été, il y a 4 ans que j'écrivais ce livre. Ça me rend à la fois nostalgique, à la fois ému. Je me dis que le temps passe tellement vite, c'est complètement fou. Donc c'est un livre sur la division foncière qui est niche du marchand de biens. Il va fêter ses 4 ans au mois de novembre. Il est régulièrement remis à jour en fonction de la loi. C'est une valeur sûre, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. On passe au prochain. Et le prochain, alors là, vous le connaissez tous, celui-ci. Pour ceux qui sont sur YouTube, je montre que le bas du bouquin, mais vous l'avez deviné, c'est La technique du succès d'André Muller. Alors, je vous le rabâche tout le temps, ce bouquin, mais il devait avoir sa place dans ces livres de l'été, parce que si vous ne l'avez pas lu, c'est le moment de le lire. Je le sais, j'en parle tout le temps, mais c'est parce que c'est un livre incroyable. C'est le must-have de l'été. Alors, qui était André Muller? Qui était ce cher Dédé? C'était un chef d'entreprise français du XXe siècle. Il était expert comptable au départ. Et dans son domaine, il a eu une grande réussite. Il a fait énormément de choses. Il a même été dans le who's who du XXe siècle. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, André Muller. Il est né en 1925. Donc, il aurait 98 ans aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a encore mal aux dents, notre cher André. Mais je ne sais pas s'il est toujours parmi nous. J'ai perdu sa trace. Mais si quelqu'un le connaît ou connaît sa famille ou quoi, franchement, j'aimerais bien savoir ce qu'il devient parce que c'est un livre qui m'a marqué énormément et je pèse mes mots, c'est un livre incroyable. Il est rentré dans ma vie il y a des années, ce bouquin, je dirais en 2015, et je l'ai connu sur le forum de l'investisseur heureux, Devenir rentier, à l'époque, et j'ai pris des grandes claques avec ce bouquin. Je venais de me séparer à cette époque-là. Je l'ai lu l'été 2015, je venais juste de me séparer et je cherchais comment appliquer mon plan pour changer de vie. J'avais fait mon burn-out le premier en 2012, c'était 1 an avant que je tape le deuxième en 2016 et je cherchais comment accélérer mon changement de vie, comment vivre l'indépendance. Et j'ai vraiment pris une accélération quand je me suis séparé en me disant il faut vraiment que je me dépêche parce que mes enfants grandissent, en étant célibataire comme ça, je vais les voir de moins en moins, enfin en les ayant 1 semaine sur 2, c'est ce que je veux dire. Mais ce livre m'a énormément aidé parce que il nous aide dans la définition de nos objectifs et dans l'atteinte de nos objectifs. Et il est rédigé en 2 parties. D'abord moi, encore une fois, vous voyez comme ça reboucle avec Ayn Rand, hein, c'est d'abord moi et ensuite je rayonne pour les autres. Et la première partie de ce livre, c'est d'abord moi, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation avec les autres? Et il est là pour nous aider, d'abord à nous améliorer nous-mêmes et ensuite avec les autres. Et une des plus grandes leçons que j'ai apprises de ce livre, et à l'époque elle m'a énormément aidé en 2015, c'est que souvent les autres ne sont que le reflet de nous-mêmes et que on reçoit ce qu'on donne en fait. Et la citation qui m'a le plus marqué de ce bouquin, c'est « ouvrez les guillemets, on a les autres qu'on mérite ». Et à cette époque, ça m'avait fait incroyablement réfléchir dans ma boîte de TP parce que je me plaignais tout le temps de mes salariés qui n'étaient pas comme ci, qui n'étaient pas comme ça, où ça marchait pas, où ça m'allait pas. Et en fait, au final, j'ai changé énormément de choses après avoir lu ce bouquin.
Et ça n'a pas résolu tous mes problèmes, mais ça en a résolu énormément. Ça m'a fait énormément de bien. Et derrière, je pense que je renvoyais des bonnes choses et je recevais du coup plus de bonnes choses. Et voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Livre incroyable. Et je pourrais en dire tellement sur ce bouquin, comme une autre citation qui est « Je ne parle pas de mes projets ». Parce que quand on parle de ces projets avant qu'ils soient réalisés, quand on a l'idée, on se vide de la substance créative qui doit servir à faire le projet. En parlant, on fait fuir ça et on met toute notre énergie dans l'enthousiasme d'en parler, mais pas dans faire le projet. Donc jusqu'à ce que vous soyez à 70 ou 80 ou 90% de la réalisation de votre projet, n'en parlez pas, gardez ça pour vous. Donc ça, c'est aussi un des conseils de ce livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, ce livre, La technique du succès d'André Muller, livre incroyable. On passe au livre numéro 5, Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Et ce livre, quel livre, franchement quel livre, c'est mon livre de chevet. C'est un livre que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Il est tout corné, mon bouquin, mais c'est un livre qui est fou. Il est rentré dans ma vie, ce livre, aussi en 2015, après ma séparation, où j'avais besoin de relativiser, j'avais besoin aussi de comprendre des choses. Et justement, ce sur quoi je devais me battre, et ce sur quoi c'était pas la peine de se battre, en fait. Voilà, tout simplement. Ce que je pouvais contrôler, ce que je pouvais pas contrôler. Et je suis tombé justement sur la philosophie des stoïciens. Alors je sais pas si c'est des restes du lycée. Au lycée, ça m'avait pas du tout passionné. Mais là, j'ai trouvé ça passionnant. Et surtout que ce bouquin, en tout cas mon édition, qui est une édition de Flammarion, elle est suivie du manuel d'Épictète, qui est aussi très intéressant. Épictète qui était un esclave et qui est aussi un auteur stoïcien incroyable. Et ça mériterait un podcast entier sur Épictète, qui est d'ailleurs dans mes sujets, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. On peut faire un podcast entier sur Épictète. Alors Marc Aurèle, qui était Marc Aurèle? Pour ceux qui ont vu Gladiator. Non, je plaisante. Mais Marc Aurèle, c'était un empereur romain qui a régné de l'an 161 à l'an 180. Et dans ce livre, donc c'est un livre qui a pratiquement 2000 ans, il nous partage ses réflexions sur la philosophie stoïque, sur la vertu, sur la sagesse, sur la maîtrise de soi. Et la philosophie des stoïciens, la philosophie stoïque, pour résumer, elle prône l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle, ce qu'on ne peut pas changer, et elle nous invite à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos valeurs. Et elle prône également la maîtrise de soi, l'équilibre émotionnel, et la recherche d'une vie qui soit en accord avec la vertu et la raison. Et ça fait tellement de bien. Et de se dire que ce livre a presque 2000 ans, et quand on le lit, on a l'impression qu'on expérimente quasiment les mêmes réflexions, les mêmes cas de conscience, les mêmes choses qui nous tracassent, et que finalement, Marc Aurèle, tout entrepreneur, j'allais dire, j'ai dit même, tout empereur qu'il était, il avait aussi ce genre de questionnement, et on n'est pas le premier à l'avoir fait, et on ne sera pas le dernier. Et si une personne comme Marc Aurèle a déjà réfléchi à tout ça, quel dommage, quelle tristesse de ne pas s'en inspirer aujourd'hui. Et en plus, son histoire, elle est très très belle à Marc Aurèle, parce que la philosophie stoïque, il l'a mis à rude épreuve. C'est une personne que la vie n'a vraiment pas épargnée. Il a été en guerre quasiment sa vie entière, il a perdu sa fille aînée, et malgré toutes ces épreuves, Marc Aurèle a toujours cherché à maintenir son équilibre intérieur et à pratiquer justement la résilience pour faire face à toutes ces tragédies personnelles qu'il a rencontrées dans sa vie. Donc c'est pas du bullshit, c'est quelque chose qui a été réellement expérimenté. Alors attention, c'est un récit qui a 2000 ans quasiment, ça se lit pas comme un roman, c'est des bribes, c'est extrêmement décousu. C'est pas un roman, voilà, mais c'est incroyable. Et surtout, si vous avez l'édition avec le manuel d'Épictète, alors là, par contre, c'est bien plus accessible, le manuel d'Épictète, c'est bien mieux rédigé, et c'est une merveille de sagesse. Et il y a 2 citations que je voudrais partager avec vous, que j'aime beaucoup, pour vous donner un petit peu le ton. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et donc là, il y a 2000 ans, on avait déjà un morceau clairement de loi de l'attraction, quoi. Voilà. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Comme en moto, tu vas là où tu regardes. Dans la vie, tu vas là où tu penses. Donc c'est extrêmement puissant. Et la deuxième, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était
et aie confiance en ce qui sera. Donc là, accepte ce qui est, l'acceptation. Laisse aller ce qui était, le lâcher-prise, et aie confiance en ce qui sera, la confiance en soi, la confiance dans la vie. C'est des belles phrases, en tout cas c'est des phrases qui me font du bien, et c'est un livre qui fait du bien. Donc Pensez pour moi-même de Marc Aurèle, je vous invite à le lire cet été. Et sans transition aucune, alors là, on passe du coq à l'âne, comme dirait l'autre. Quel jour parfait pour devenir un boss de Rick Ross. Vous étiez pas prêts à celle-ci. Hein. Et ce livre, je l'ai kiffé, et figurez-vous que je l'ai vu sur une pub Instagram l'été dernier, et je me suis dit, waouh, cool, Rick Ross a écrit un bouquin, et il est traduit en français en plus, donc ce livre est en français. J'ai le livre de 50 Cent, j'avais fait un podcast dessus, Hustle Harder, Hustle Smarter, je crois, mais qui n'est pas traduit, qui est exceptionnel. Alors ils ont traduit Rick Ross, qui est moins connu, mais ils n'ont pas traduit 50 Cent. Et donc je ne l'ai pas mis celui-ci, mais je vais vous parler de ce livre de Rick Ross, parce que l'été, c'est aussi fait pour se détendre. On n'est pas obligé de lire que de la philosophie et des trucs intellectuels, mais on peut aussi se détendre en s'inspirant. Et c'est clairement ce que j'ai aimé avec ce bouquin de Rick Ross. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Rick Ross, c'est un rappeur américain qui a eu ce qu'on appelle son prime dans le monde du rap. C'est sa période la plus prolifique. Entre 2000 et 2010, c'est là où il était le plus célèbre, c'est là où il a gagné le plus d'argent dans la musique. Et aujourd'hui, depuis, il vit un peu plus sur son succès. Il fait plus du tout les mêmes chiffres qu'avant. Il a fait son pic, hein, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus bas. Et justement, le livre, il est trop bien pour ça. Alors déjà, c'est super bien traduit, c'est très vivant. On ressent carrément les émotions, c'est sans filtre. Ils ont su... retranscrire l'argot américain en français, c'est vachement bien fait, j'ai trouvé, voilà, sans que ce soit, c'est pas wesh wesh, hein, mais c'est bien traduit. En plus, c'est un livre que j'ai lu quand je suis parti en Angleterre avec ma fille l'an dernier, et justement, de lire, Rick Ross, il est américain, pardon, hein, mais de lire ce livre sur une personnalité américaine dans un univers anglo-saxon, on va dire, c'était encore plus sympa, j'en garde un très très bon souvenir. Et c'est un tout petit bouquin, il tient dans un sac à dos, quoi. Et je me rappelle que dès qu'on avait un petit moment, ma fille avait aussi son bouquin, parce qu'elle, comme son père, elle aime bien lire, et de temps en temps, on se calait sur des bancs, on lisait un peu, et c'était cool. Et Rick Ross, il explique son succès, comment il a pété, comment déjà il a travaillé avant que ça pète, et comment il a charbonné comme un fou, et derrière la drogue et tout le folklore, parce que c'est du folklore, c'est pas un vrai brigand, c'est pas un vrai criminel, loin de là, mais derrière tout ce folklore, il explique à quel point il a travaillé, à quel point il a explosé et gagné de l'argent, à quel point il s'est tapé une énorme rat race, et aussi à quel point ses revenus musicaux se sont stoppés à un moment, où ont vraiment, vraiment beaucoup freiné, et comment justement il a pu transformer sa rat race, il s'est mis à louer sa maison, il s'est mis à louer ses voitures, et derrière comment il s'est renouvelé. Il a acheté une franchise de champagne pour les boîtes de nuit. Il expliquait que des fois les mecs s'arrosaient au Dom Pérignon, et qu'il n'y avait pas besoin de s'arroser avec un champagne aussi cher, mais qu'on pouvait s'arroser avec quelque chose de moins cher, mais de le marketer comme quelque chose de luxe. Et ça a fonctionné. Il a aussi investi dans une franchise de fast-food. Alors c'est pas lui qui l'a créé, mais il a acheté énormément de restaurants de cette franchise, je crois que ça s'appelle Wingstop, un peu comme si on avait Burger King, et il en a acheté 20 ou 30 magasins aux États-Unis, donc il commence à être un acteur majeur de cette franchise, même si elle ne lui appartient pas, et je trouve que ça c'est ultra puissant, parce qu'il n'a pas eu besoin de créer la franchise, il est allé acheter plusieurs magasins de la même franchise, il a vu que ça marchait, il a continué, il a parlé de ça dans ses chansons, du coup les gens sont venus dans le magasin, du coup ça a été donnant-donnant avec le propriétaire de la franchise, et lui qui avait plusieurs magasins, je trouve ça exceptionnel, et il explique tout ça, à quel point il a su se renouveler, il parle de sa rat race, donc c'est juste ouf, et il explique aussi que son but ultime c'était d'arriver à 100 millions de dollars de fortune, et qu'il s'est rendu compte qu'il bloquait autour de 45-50 millions, et alors c'est des montants qui sont énormes, on est d'accord, mais qui se disaient, est-ce que finalement, 50 millions de plus, ça va me rendre plus heureux par rapport au travail que ça va me donner? Et il se dit que finalement, 50 millions, c'est déjà complètement incroyable. Et il continue de développer son business en se faisant plaisir. Et qu'en fait, en faisant ça, en se faisant plaisir, il devient plus riche sans avoir à courir après l'argent. Donc, on multiplie tout par 10 ou par 20 ou par 50. Mais je trouve que c'est passionnant parce que
On a à peu près les mêmes problématiques finalement, alors bien sûr avec des montants qui sont pas les mêmes, mais je trouve que c'est ouf. Bien sûr que c'est démesuré, c'est l'Amérique, mais voilà, j'ai trouvé que c'était chouette de pouvoir rentrer dans la tête d'une personne comme Rick Ross. C'est un livre qui est top. J'ai aimé l'ambition, j'ai aimé le fait de savoir pivoter, j'ai aimé le fait de comprendre que le succès est passé, que ce sera jamais comme avant, parce que maintenant il doit avoir 40 ans, et qu'il sera jamais comme les jeunes de 20 ans, mais que voilà, il lui reste une fanbase, des gens qui le kiffent, et j'en fais aussi partie, et que même juste avec ça, il y a tellement de choses à faire. J'ai aimé les réflexions sur la rat race. Bref, c'est un super livre. Et il y a une citation que j'aimais bien dans le bouquin qui disait « Laissez vos actions parler pour vous ». Donc voilà. Avance, ne fais pas de bruit, un petit peu comme André Muller, quoi. Ne parle pas de tes projets et laisse tes actions parler pour toi. 7e livre. Chemin pour devenir grand. J'ai dit, ce sera le running gag du podcast. Non, je vous rassure, je vous ai mis 12 livres en tout, parce que j'ai mis les 2 miens dedans. Un livre de mindset pour enfants, Chemin pour devenir grand, écrit par 2 mecs incroyables. Donc bien sûr, moi et mon associé. Donc blague à part, si vous ne l'avez pas lu, c'est 10 petites histoires de mindset pour enfants. Ça commence à 3 ans, jusqu'à ce que vos enfants puissent le lire tout seuls, jusqu'au CP, on va dire, jusqu'à 7 ans. À lire ou à relire, à offrir à vos proches. C'est un livre dont on est très très fier. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description si vous souhaitez le commander. Je vous propose qu'on passe au 8e livre, Invest in Watches de Marc Montagne, un livre sur les montres. Alors encore une fois, un livre en anglais, mais écrit par un Français pour le coup. Je vous le montre sur YouTube, un livre que j'ai tout simplement adoré. Si vous êtes comme moi, si vous aimez les montres et que vous voulez parfaire vos connaissances dans ce domaine des montres, c'est un livre qui est parfait. L'auteur, c'est Marc Montagne. Alors, je ne fais pas d'infidélité à mon pote Édouard du podcast des montres et vous. Bien sûr, c'est toi le best. Mais voilà, le podcast de mon pote Édouard est exceptionnel. Mais cet auteur possède aussi son propre podcast qui s'appelle Répétition Minute. C'est un passionné de montres. Alors voilà, donc je disais, gros point noir, le livre, il est uniquement en anglais. Mais comme il est écrit par un Français, ça se lit super bien. C'est pas de l'anglais ultra compliqué. Donc ne vous mettez pas de barrière pour ça, clairement. Voilà, à moins d'être complètement hermétique à l'anglais, de ne pas le parler du tout. Mais c'est un livre qui se lit très très bien. Et ce livre, il est arrivé dans ma vie très récemment, il y a seulement quelques semaines. Et puisque je l'ai vu sur Internet, j'ai vu quelqu'un, on faisait la pub, et je me suis dit, mais trop bien. Et il m'a permis de continuer mon chemin d'amateur de montres. Il a confirmé cette passion du vintage, on va dire, donc des montres anciennes qu'a fait naître Édouard chez moi. Et c'est des montres qui ont des années. Des montres qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et d'ailleurs, je rêvais d'une nouvelle petite Rolex il y a quelques temps. Parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'était ma première belle montre, une Rolex. Et ce que j'aime, c'est que c'est des montres qui gardent leur valeur, voire même, surtout qui prennent énormément de valeur pour le coup, puisque ma première Rolex, j'avais fait x3 avec. Et en plus d'être très agréable au porté, c'est des montres qui, même si ces gays-là, c'est chargé d'en faire la publicité, qui restent très discrètes. Les gens qui ne connaissent pas les montres de luxe ne vont jamais le voir. C'est des montres qui n'attirent pas vraiment l'œil. Mais en tout cas, à mon sens, à moins de la prendre en or avec des diamants, je parle des modèles en acier. Mais je rêvais d'une Rolex Datejust, pour ceux qui connaissent. Et Edouard, en me branchant sur le vintage, m'a fait acheter une montre qui a 40 ans. Donc aujourd'hui, j'ai une petite mamie au poignet que j'ai pas mis là quand j'enregistre ce podcast, mais qui est vraiment trop trop chouette, et j'ai un plaisir incroyable à la porter. L'avantage, c'est qu'elle est à la moitié du prix d'une montre récente, et que la cote monte de 10 à 15% par an. Donc pourquoi s'en priver si c'est pas magnifique? Et ce livre de Marc Montagne nous parle non seulement de ce modèle-là, mais aussi d'une infinité de modèles, et nous montre que on peut se faire plaisir à partir de quelques centaines d'euros quand on est passionné de montres, jusqu'à bien sûr plusieurs milliers, dizaines de milliers, même peut-être centaines de milliers d'euros. Mais en tout cas, pour ce qui nous intéresse, nous, à quelques centaines ou quelques milliers d'euros, on peut déjà investir dans des montres qui ont une histoire, qui ont vraiment un passé, parce que ça parle de montres vintage. C'est très intéressant, c'est vraiment trop cool. Et voilà, se faire plaisir et vraiment allier à la fois cette passion de porter une belle montre, une montre peut-être un peu plus rare, un peu plus ancienne, et qui prend aussi de la valeur, donc qui allie le côté de
de l'amour de l'objet avec le fait de la prise de valeur et même qui peut être une diversification dans un patrimoine. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande, Invest in Watches de Marc Montagne. Et encore merci à toi, Edouard, pour m'avoir trouvé cette belle petite montre qui est juste en face de moi et que j'adore. 9e livre, un livre que j'aime beaucoup, The Leader Project de Rudy Koya. C'est un livre qui est aussi juste fantastique, qui est écrit avec le cœur et justement ça parle de cœur à cœur, j'ai l'impression, ce bouquin. C'est un livre que je conseille à tous ceux qui veulent vivre de leur passion, justement. Alors l'auteur, c'est un pote à moi, Rudy Koya, que je connais depuis des années. On se connaît depuis l'époque des forums de muscu, puisqu'il était coach en muscu, Rudy, depuis ma première sèche, pour ceux qui parlent le jargon de la musculation, à l'époque où on faisait encore ça. En 2007, c'est lui qui m'avait suivi sur ma diète à l'époque. J'étais passionné de muscu et j'en parlais sur les forums. Et depuis, j'ai toujours suivi Rudy sur Internet, on s'est toujours parlé, on s'est pas lâché, on a toujours gardé un regard sur nos carrières mutuelles. Et moi, je voyais le décalage entre la vie de Rudy, qui était une vie rêvée, et ma vie subie. Et Rudy, il a une grande part d'inspiration dans mon parcours, parce que je suis convaincu qu'on évolue par mimétisme, et comme je connaissais Rudy physiquement dans la vraie vie, grâce à lui, je savais qu'en fait c'était possible. Parce que je me disais, si cette personne que j'ai vue, que j'ai pu toucher, qui est en chair et en os, arrive à vivre une vie rêvée, une vie choisie, c'est que c'est possible. Et donc moi, j'étais dans ma rat race jusqu'à fin 2018. Et après ma séparation, quand j'ai vraiment pris la décision de réorganiser mes investissements pour vivre de mon indépendance, en 2016, je lui avais écrit. J'étais allé le voir, Rudy, chez lui à Annecy, dans sa salle de muscu. On avait d'ailleurs tourné une vidéo YouTube ensemble. Si vous fouillez sur sa chaîne, vous la trouverez. Une vidéo YouTube en 2016. Et je m'étais dit, ça m'avait frappé, je me suis dit, mais il vit vraiment une vie de rêve, Rudy. Il pratique la muscu, il fait ce qu'il aime, il s'entraîne tous les jours, il en parle sur Internet, il gagne sa vie comme ça, c'était incroyable. Et en rentrant, j'ai pris j'ai pris surtout une page Internet et je lui ai écrit un long mail où je lui ai demandé des conseils. Et il a pris du temps pour moi, il m'a écrit une longue lettre en me conseillant sur mon changement de vie et sur mon projet. Et il m'a confirmé ce que je pensais, qu'il fallait que j'y aille justement. Et en 2019, après avoir quitté ma rat race, il a passé une après-midi entière avec moi pour me faire mon plan de bataille justement. Alors pas celui pour devenir marchand de biens, parce que là j'avais déjà vraiment amorcé les choses, j'avais 3 lotissements en cours, mais celui pour entreprendre sur Internet. Et moi j'y croyais pour une seule raison, c'est parce que Rudy avait réussi à le faire, sinon ça me paraissait obscur et compliqué. Et en fait, quelque part, j'ai été un de ses premiers coachés, Leadercast, de son podcast Leadercast. Et d'ailleurs, on revient là-dessus, sur le podcast qu'on a enregistré ensemble, sur Une vie de liberté, il y a 2 ans avec Rudy. Et par la suite, il a écrit ce livre, justement, qui m'a dédicacé, qui est un livre qui reprend un petit peu une bonne partie des conseils qu'il m'a donné à moi et à d'autres, à tous les coachés qu'il a eus, pour se lancer sur Internet, pour vivre de sa passion, quand on part de zéro. Et voilà, c'est un livre fantastique pour nous aider à écrire notre histoire, pour nous aider à nous lancer dans notre passion, pour apprendre à en parler, pour apprendre à communiquer dessus, et surtout pour nous expliquer comment durer, comment faire que ce soit pas un feu de paille, comment faire pour que ça dure tout ça. Et voilà, et que ça dure surtout toute la vie, et c'est vraiment un beau livre. Et d'ailleurs c'est rigolo, mais des années après, j'ai l'impression que j'ai rendu aussi un petit peu de ce que j'ai reçu avec la formation qu'on a sortie avec Yann, dont on ne fait pas trop la promotion parce que ça sort de notre cadre de ce qu'on fait habituellement, mais qui est vraiment très très bien, qui s'appelle Convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant, que vous retrouvez sur www.binvest.net en description de ce podcast. C'est une formation qui était prévue pour le CPF et qui explique à mon tour comment vivre de sa passion et comment parler de sa passion sur Internet, que vous soyez menuisier, carreleur, boucher, fleuriste, peu importe, et comment pouvoir communiquer et développer cette activité sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y a une audience pour tout. Même moi, dans les travaux publics, j'aurais pu développer une communauté à l'époque autour des travaux publics. J'en avais pas conscience, mais j'aurais pu le faire. Et la citation de Rudy, une citation de ce bouquin que je vais partager avec vous, c'est juste la dédicace que Rudy m'a fait au début de ce bouquin et qui dit « Que dire si ce n'est de continuer ce que tu as entrepris ? Le bonheur est maintenant,
J'espère que ce livre t'aidera à le prolonger, Rudy. Et j'avais trouvé ça trop cool. Et voilà, c'est un livre que je vous conseille vivement, qui est vraiment génial. Je vous propose qu'on passe au livre numéro 10, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et encore une pépite, et un livre qui se fait désirer. C'est un livre qui se mérite, parce que moi j'ai coutume de dire que ce livre, il arrive dans la vie au moment où on a le plus besoin. Au moment où, en tout cas, ouais, on en a le plus besoin. Et moi, c'est ma sœur qui m'avait offert mon exemplaire, et il a dû rester quasiment 1 an sur mon bureau. Et je l'ai ouvert et reposé 3 fois avant de le lire pour de bon, parce que c'est pas le livre le plus accessible du monde, dirons-nous. Ça prend un petit peu de temps pour rentrer dedans, mais par contre, quel bonheur quand on arrive enfin à l'ouvrir, à se mettre dedans. Alors, qui était Eckhart Tolle ? Eckhart Tolle, c'est un auteur et un conférencier qui est contemporain. Il est né en 1948. Il est né en Allemagne. Il a vécu sa vie en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada. Et ce livre qu'il a écrit, je l'ai ouvert au moment de ma vie où j'avais quitté la Rat Race. On était début 2019 et où je me posais aussi énormément de questions sur la solidité de mon navire, indépendance financière, sur la société que j'étais en train de créer, sur AB Investissement. Je me disais, voilà, on a toujours ces phrases qui nous reviennent quand on a tenu une société pendant plus de 12 ans et qu'on en crée une, et on se dit, une société sur 4 ou 2 ou 3 sociétés sur 4 ne dépassent pas la 3e année. Je sais à quel point ça a dû me marquer, parce qu'à quel point je m'en souviens pas. Mais en tout cas, ce livre, à l'époque, il m'a vraiment aidé à faire taire mon mental. Et c'est selon moi un des livres qui explique le mieux les bienfaits de la méditation, les bienfaits qu'elle peut avoir sur nous. Il fait aussi le lien avec les religions, mais sans être dogmatique. Et il parle de tous les bienfaits de vivre dans le moment présent. Et on va lire une citation pour que vous compreniez. Donc le titre de cette citation, c'est « Tous les problèmes sont des illusions du mental ». J'ai l'impression qu'un lourd fardeau vient de m'être retiré des épaules. J'ai une sensation de légèreté. Je me sens l'esprit clair. Mais mes problèmes m'attendent toujours, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas été résolus. Est-ce que je ne suis pas temporairement en train de les fuir ? Donc là, on a la réponse à cette question. Même si vous vous retrouviez au paradis, cela ne prendrait pas de temps avant que votre mental dise « Oui, mais… » En fin de compte, ceci n'a rien à voir avec la résolution de vos problèmes. Cela concerne la prise de conscience qu'il n'y a aucun problème. Il y a seulement des situations dont il faut s'occuper dans le moment présent. Soit qu'il faut laisser telle qu'elle et accepter comme faisant partie de l'être là du moment jusqu'à ce qu'elle change, ou qu'on puisse s'en occuper. Les problèmes sont une fiction du mental et ils ont besoin du temps pour se perpétuer. Ils ne peuvent survivre dans la réalité de l'instant présent. Fixez votre attention sur le présent et dites-moi quel est votre problème maintenant. Et voilà, tout le livre est dans ce ton-là. Et je trouve que quelque part c'est exceptionnel, ça aide beaucoup, parce que dans ce passage, Eckhart Tolle met l'accent sur le fait que les problèmes, c'est des illusions qui sont créées par notre esprit. Et la clarté mentale et cette sensation de légèreté, elles viennent quand on réalise que nos problèmes ne sont pas réels dans l'instant présent. Et Eckhart Tolle nous encourage vraiment à se concentrer sur le moment présent et à reconnaître que nos problèmes, ils peuvent exister que dans la pensée et dans le temps, mais pas dans ce qu'on vit immédiatement, pas dans la réalité immédiate, pas dans le moment présent. Alors ça paraît perché, mais ça a vraiment beaucoup de sens quand on le comprend, et on n'a pas trop peut-être, je sais plus, mais je dirais 300 bonnes pages du livre, voilà, des 306 pages du livre pour le comprendre. Et finalement, par rapport à cette citation, ça aide vraiment à traiter les problèmes, justement, plutôt qu'à les fuir. Et bref, c'est un livre que j'ai adoré, il m'a apporté beaucoup de sagesse, beaucoup de réconfort à cette époque-là, et tout en me faisant sentir une nouvelle fois à quel point la vie elle est précieuse, et à quel point on n'a pas envie d'en perdre une miette. On arrive au 11e livre, bientôt le dernier, 11e livre, qui s'appelle « Oser, thérapie de la confiance en soi » du docteur Frédéric Fanget. C'est un livre excellent, un livre que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est un des tout premiers bouquins de développement personnel que j'ai lu en 2008. Et donc à cette époque, j'étais dans une rat race de folie. On venait de racheter notre entreprise de travaux publics, et je réalisais à quel point, dirons-nous, ça allait être une vie très compliquée. Clairement, je dis toujours aujourd'hui, quand je m'investis dans un projet,
je réfléchis toujours au coût pour m'en sortir. Combien ça va me coûter de sortir de ce projet ? Et bien là, clairement, le coût pour s'en sortir, je ne l'avais pas mesuré en fait. Quand on rachète une boîte de TP, qu'on pense la payer sur 7 ans, déjà 7 ans c'est long, mais qu'on finit par la payer sur 11, et qu'on se rend compte à la deuxième année qu'il va y avoir un problème, parce qu'on vient de se taper la crise des subprimes et c'est compliqué. Voilà, c'était chaud. Et donc j'avais plein d'autres problèmes, je manquais de légitimité dans mon travail. Encore une fois, je ne connaissais pas à cette époque tout ce que je connais aujourd'hui en PNL, comment remplir sa jarre de confiance, comment se créer sa légitimité, je ne savais pas ça. Et je faisais de la psy, et à l'époque, c'était pas ouf, quoi. C'est la psy que j'avais, je peux pas dire qu'elle m'a pas aidé, parce qu'elle m'a aidé à cette époque-là. Mais voilà, c'était pas ouf, c'était pas au niveau de ce que j'ai pu faire par la suite en PNL, que ce soit avec ma première coach et ensuite avec Fab, mais au moins, devant son impuissance, elle m'a mis ce livre dans les mains, et donc c'était déjà pas mal, c'est elle qui me l'a conseillé, puisque Frédéric Franget est psychiatre et psychothérapeute sur Lyon, et à l'époque j'étais sur Lyon, et c'était un de ses collègues à ma psy. Donc c'est l'avantage d'être dans les grandes villes, parce que Frédéric Franget c'est quand même un gars qui est assez connu, donc c'était cool, et elle m'a dit, lisez ce bouquin, ça pourra peut-être vous aider. Et j'ai tellement aimé, parce que c'est un livre où il y a des exercices, et je les ai tous faits. Il y a des tests sur la confiance en soi, il y a des exercices, il faut avoir un carnet et un crayon pour faire les exercices. Et ce livre, j'ai trouvé qu'il était juste génial quand on débute, déjà pour s'améliorer, et même plus, hein, c'est un livre qu'on peut lire à tout moment. Moi, en tout cas, il m'a fait énormément de bien au moment où j'en avais le plus besoin. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que j'aurais plus besoin d'un ouvrage comme celui-ci, mais en tout cas, à l'époque, si je le lisais, ce serait plus pour aider les gens que pour moi aujourd'hui. Mais il m'a énormément aidé à l'époque. Et il y a une citation qui m'avait fait du bien à l'époque, une citation marquante qui dit que « Souvenez-vous que si vous avez intérêt à écouter les critiques concernant vos actes, en revanche, vous ne devez pas laisser aux autres la possibilité de critiquer votre personne. » Et ça m'avait énormément aidé parce que c'est la première fois que je l'entendais. De dire à quelqu'un, tu sais, aujourd'hui, c'est pas ouf ce que t'as fait un peu de la merde. C'est plus acceptable que de dire à quelqu'un, putain, t'es vraiment une merde. Et ça, je l'avais jamais matérialisé, et j'évoluais dans un domaine des travaux publics où on va juger, plus ou moins les actes, mais surtout les personnes. Mais qu'est-ce que t'es nul, mais t'es à chier, mais c'est pas possible, mais qui c'est qui m'a foutu un gars pareil, et ainsi de suite. Et des choses que je pouvais entendre aussi vis-à-vis de mes clients, de dire vous êtes vraiment nul, comment vous avez fait, plutôt que de juger les actes, on jugeait les personnes. Et je sais qu'après avoir lu ce bouquin, ça m'avait choqué. Aujourd'hui, c'est des choses que je sais qui sont actées, auxquelles je fais extrêmement attention. Et je le dis même plus pour moi d'ailleurs. Si je fais un truc qui est pas bon, je vais dire mec, t'as pas été bon aujourd'hui. Mais jamais je vais dire Tony, t'es le roi des nuls. Jamais, c'est pas possible. Ça ne fait plus partie de mon vocabulaire. Mais c'est dans ce livre que je m'en suis rendu compte. Donc un livre exceptionnel que je vous invite à vous procurer. Et le dernier, last but not least, comme on dit, un de mes livres préférés, de Harry Brown, How I Found Freedom in an Unfree World, comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre. S'il ne devait rester qu'un livre, qu'un seul, c'est celui-ci. Ce livre, c'est une merveille malheureusement jamais traduite en français, un livre qui se trouve en PDF sur Internet, parce qu'il est quasiment impossible à trouver. J'ai commandé le mien aux États-Unis, donc il n'est pas à vendre, il n'est pas à donner, c'est mon mien, personne n'y touche. Mais par contre, vous le trouvez facilement en PDF sur Internet, et si jamais il y en a qui le veulent, n'hésitez pas à m'écrire, je pourrais vous le passer, et c'est là où je me dis, pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai dit ça ? Mais ce livre, alors si je vous le passe, je veux bien vous le passer, si vous m'écrivez. Par contre, vous le lisez. Je ne vous le passe pas pour mettre dans votre collègue ou que ce soit un PDF sur votre ordi. Si vous m'écrivez pour que je vous le passe, je vous promets que je le fais. Par contre, vous m'écrivez par mail sur contact@abinvest.net. Ne m'écrivez pas sur l'Insta parce que j'arriverai pas à faire suivre. Au moins le mail, je l'ai dans la boîte et je peux vous répondre directement avec le PDF. Donc, je ne le donnerai qu'à ceux qui m'écrivent. Il y a deux conditions. Qu'à ceux qui m'écrivent sur contact@abinvest.net, ça c'est la première. Et la deuxième, lisez-le s'il vous plaît. Parce que
Bon, ce livre est une merveille, malheureusement jamais traduit en français, c'est un livre il faut lire l'anglais pour le lire. Encore une fois, c'est pas de l'anglais compliqué, et s'il vous fallait une seule raison pour apprendre l'anglais, ce serait pour lire ce livre. Et voilà, ce livre, il est incroyable. Donc, How I Found Freedom in an Unfree World, comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre. Et on en a parlé au début de ce livre avec Ayn Rand, avec la grève, avec ces entrepreneurs qui décident de s'expatrier. Quand on ne peut pas s'expatrier, quand par exemple on a des enfants en garde alternée et qu'on n'a pas envie d'abandonner ses enfants, et qui sont encore jeunes, et qu'on a des années et des années à passer sur le territoire, quand on vit par exemple au hasard dans un des pays le plus taxé au monde, voire même le pays le plus taxé au monde, comment on fait pour être libre ? Ce livre, il n'a jamais eu autant de sens que pour nous, parce que, comme je le dis au début du podcast, on a beau être libre dans ses poches, on n'est pas libre si on n'est pas libre dans sa tête. La vraie liberté, elle est dans la tête. Et ce livre, il nous donne toutes les astuces pour vivre libre, même si on n'est peut-être pas dans le pays le plus libre du monde. Alors, on n'est pas non plus dans le pays le moins libre du monde en France, heureusement. On paye beaucoup d'impôts, mais on a quand même encore une liberté. Mais ce livre, il aide à encore être plus libre. Il donne toutes les astuces pour vivre libre. Donc des astuces avec lesquelles il faut parfois faire attention, mais il donne énormément de bonnes astuces. Il est rentré dans ma vie en 2016, ce livre. Il avait été conseillé par Jean Rivière sur son podcast. Et à l'époque, ça m'avait énormément marqué. J'avais récupéré le PDF et je l'ai lu pendant mon voyage en Inde, quand j'ai fait l'Inde à moto. Et ça m'avait énormément inspiré parce que j'allais quitter la rat race 2 ans après ce voyage. Et c'était plus qu'une question de temps. J'étais déjà indépendant financièrement. C'était juste d'arriver à quitter l'entreprise familiale de la meilleure façon qui soit, parce que bien sûr je voulais honorer ma famille et pas partir comme un voleur, donc c'était juste une question de temps, mais l'indépendance était là. Et quand je lisais ce livre, comment dirais-je, c'était fantastique parce que je savais que tout ce qui était dedans, c'était ce qui m'attendait, et c'était juste une question de temps parce que voilà, toutes les graines avaient été semées, elles avaient même germé, les récoltes avaient été faites, et c'était un beau moment. Ray Brand, c'était un économiste américain, c'était un libertarien par essence. Il est né en 1933, comme mon grand-père d'ailleurs. Il est mort en 2006 et il avait été candidat 2 fois d'ailleurs à la présidence des USA avec le Parti libertarien à l'époque. Il a écrit un autre livre que j'aime beaucoup, que j'ai aussi ici, qui s'appelle Fail Safe Investing, un livre sur l'investissement, sur le permanent portfolio. Et bien sûr, un peu comme Ayn Rand, il prônait un gouvernement minimal, une intervention minimale de l'État, et une maximisation des libertés individuelles. Et que dire, c'est un livre magnifique qui vous aide à vous libérer des pièges qu'il pourrait y avoir dans votre famille, s'il y en a, des pièges qu'il pourrait y avoir parmi vos amis, s'il y en a. Il peut vous aider à vous libérer des pièges du gouvernement, des pièges de votre patron, de votre emploi. Il y a une citation qui est vraiment marquante qui dit « N'attaquez jamais l'État frontalement ». Pour vivre libre, il faut parfois vivre caché, vivre masqué, et surtout pour maximiser son bonheur, sa liberté individuelle. C'est un livre qui est magnifique, c'est une ode à la liberté, c'est un livre que je relis régulièrement. Vraiment, si vous deviez en lire un seul sur les 12 livres dont on a parlé, ce serait ce livre de Harry Browne, How I Found Freedom in an Unfree World. Et voilà, on en arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné envie de lire pour cet été, peut-être au bord de la piscine, peut-être sur la plage, peut-être dans un chalet à la montagne, dans un bungalow au camping. En tout cas, partout où vous pouvez lire, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et quant à moi, je vais prendre aussi de bonnes vacances. Je vais lire et je vais en profiter vraiment pour lire parce que j'adore ça. Et voilà, pour faire du contenu 1 fois par semaine et revenir à la rentrée à fond, avec toujours plus de contenu, toujours plus de projets dont je vous ai parlé dans les news. Je vous souhaite un très bon début d'été, je vous souhaite un très bon début de vacances, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.